Bon, écoutez, on a pensé cette seconde séquence comme peut-être une discussion entre les quatre auteurs et discussion que on pensait amorcer Michel Coussiroux et moi avec quelques filets, enfin, on va lancer, Michel et moi, quelques filets pour essayer de ramasser nos quatre auteurs du même geste. Donc voilà, on s'est arrangé dans le vestibule pour que je commence à lancer quelques filets, donc je vais le faire. Alors je vais commencer en m'adressant à Marie qui insiste beaucoup dans son livre sur les phénomènes dont Beckett est en proie du côté de la douleur. Et qui en a pas énormément parlé pendant ta présentation brève tout à l'heure. Et donc, je vais lancer le filet de la manière suivante. Vous savez tous que Freud, dans Le Refoulement, parle de la douleur en disant que c'est une pseudo-pulsion. Et pourquoi est-ce une pseudo-pulsion? Parce que il n'y a pas en tout cas dans les termes de Freud, il n'y a pas de distinction sujet-objet dans la douleur. Et donc ça me paraît à la fois une question spécifique que je pourrais poser à Marie, puis aussi une entrée en matière dans une discussion avec tous, puisque la douleur qu'on qualifie parfois de morale, encore faut-il déterminer ce que c'est que le moral, est un trait de la mélancolie qui est bien connu et répertorié. Et donc j'en arrive à poursuivre cette question de la douleur avec peut-être deux remarques à Bruno Jeunesse qui sont des questions. Peut-être il serait nécessaire que tu nous expliques, si tu veux bien, mais avec des mots, l'histoire du nœud mélancolique, parce que c'est quand même pas d'une clarté absolue, en tout cas pas pour moi. Et puis, en restant sur le fil, pas spécialement borroméen de la douleur, j'ai beaucoup apprécié, enfin j'ai été assez saisi par la manière dont tu insistes sur, et d'ailleurs Denis Lavant l'a montré tout à l'heure, sur le rôle de la main, de l'écriture, mais pas l'écriture comme on a tendance à le considérer parfois un peu comme une abstraction, ou quelque chose une activité, mais pas un geste. C'est vrai que pour nous, on écrit beaucoup sur nos ordinateurs aujourd'hui, mais quand on te lit, on voit que pour Beckett, l'écriture, c'est un geste de la main. C'est pas une activité, disons, de l'esprit. Et sachant que un peu plus loin dans le moi et ça, quand Freud revient sur la question de la douleur, il oppose un moi-corps et un moi conscient. Dans le chapitre 3 du moi et ça, je me demandais si
si le geste moteur du Beckett écrivant était quelque chose qui contribuait à extraire la douleur du moi-corps. Voilà. Et puis je reste un peu sur finalement le même fil en me tournant vers Dominique et en lui, finalement, il y a des pages dans son livre qui sont très justes, je trouve, sur la qualité du présent chez Beckett, qui nous renvoie aussi au livre de Bernard de Minet, Le présent du présent. Et en même temps, ce présent, il est teinté d'éternité. Et là encore, on retombe sur un thème que tous ceux qui connaissent la littérature classique sur la mélancolie ont rencontré, qui est le délire d'éternité. Or, cependant, et je crois que, moi je pense que l'intuition, que plus qu'une intuition, le développement de Bruno sont exacts. On n'est pas dans la mélancolie, mais est-ce que, par exemple, toi, Dominique, ou dans la discussion, on peut essayer de préciser la qualité du présent beckettien qui fait que ce n'est pas une éternité. Voilà. Et puis, je décline encore finalement le même thème en me tournant vers Evelyn Brown, parce que j'ai lu un livre dont vous n'avez parlé que fugitivement aujourd'hui, L'écriture des ruines, et qui est un très beau livre sur ce thème, la façon dont Beckett s'empare du thème des ruines, qui est un thème littéraire, au fond, qui est beaucoup plus vaste que lui, hein, bien sûr. Et j'ai trouvé que c'était intéressant dans ce livre-ci, la manière dont vous mettez en opposition ou en perspective la ruine romantique, disons, la figure romantique de la ruine, en tant qu'elle participe de ce que Kant appelle le sublime, c'est-à-dire un point, disons, d'origine, pour ne pas dire d'extimité, employer des gros mots comme ça, un point d'origine qui marque dans un paysage ou dans une historicité qui marque l'écoulement du temps, justement, et qui organise l'espace en même temps. Et la façon dont, je ne sais pas si vous employez l'expression littéralement, mais dont Beckett, c'est la ruine de la ruine, d'une certaine manière. Ou, si on pousse la chose, la ruine à la puissance seconde, et où on est du coup introduit à une abolition, une forme d'abolition de l'espace, du temps et tout ça. Et quelque chose qui fait penser, par exemple, aux travaux de Cantor sur le continu, enfin ça. Voilà. Donc, c'est un premier filet. Je ne sais pas si je vais vous attraper tous avec ça. C'est une interrogation qui peut, qui est un peu clinique, qui peut avoir une composante clinique, mais qui vise plus, dans mon esprit, à délimiter le champ beckettien dans sa spécificité. Voilà. Michel, tu veux... Je vais démarrer par quelques considérations, peut-être personnelles, adressées à chacun. Je veux quand même dire que je suis encore sous l'effet de Mille Avant, qui est quand même un moment que nous avons vécu de transmission du dire beckettien, d'incarnation.
d'incarnation du dire de Beckett, qui est un moment rare. Il ne suffit pas de lire Beckett pour s'en rendre compte. On vient de le voir. Encore faut-il quelqu'un qui nous le fasse entendre. Comme nous l'a fait entendre Denis Lavant. Il y a deux choses qui m'ont frappé, qui ressortent. La première, c'est la puissance pulsionnelle qu'il y a chez Beckett. La puissance du dire, la puissance pulsionnelle du dire de Beckett, qui ressort là, vraiment, qui nous est sensible, qui m'a été sensible. Puissance pulsionnelle dont on peut mesurer le pouvoir de faire rire, voire ricaner. Nous rions en sourdine, mais ça nous fait rire étrangement d'un rire presque jaune. Hein? Il y a un rire quand même très sarcastique, très ironique. Il y a une ironie de Beckett là, qui est très perceptible. Et la deuxième chose, c'est que, surtout à la lecture du dernier poème de Beckett, Commencer, qui est un poème de la limite, de l'extrême, de l'extrémité de Beckett en quelque sorte, qui est un poème où il nous a rendus encore plus sensibles, disons, la dimension de de hacher menu qu'il y a dans la façon de, non pas seulement d'écrire, mais de dire de Beckett. C'est du hachage, du hacher menu, mais avec en même temps une dimension de suspens absolument phénoménale. Ça nous tient en suspens d'une façon absolument saisissante. Alors ça, c'est deux points que je trouve extrêmement singuliers de l'écriture, et plutôt du dire de Beckett, qui est à la fois la chirurgie de la langue, la chirurgie de la parole, du parler. Il passe ça au scalpel, et en même temps une façon de soutenir le suspens de ceux qui justement n'arrivent pas à se dire. Donc, c'est deux petites remarques que je fais à partir de l'impression que j'ai du moment. Et puis bon, je veux dire que nous allons essayer d'échanger tous sur les questions que nous posent vos quatre livres, vos quatre façons donc de parler de Beckett. Je commence par dire que quand même, que peut-on dire encore de plus de Beckett après tout ce qui a été dit, écrit? Parce que quand même, nous ne sommes pas les premiers, vous n'êtes pas les premiers à vous risquer à parler de Beckett. Mais ici, en tant que nous sommes psychanalystes, que nous sommes touchés par la psychanalyse, justement, il s'agit de parler à partir de trois noms: Beckett, Joyce et Lacan. À partir de ce que chacun des trois, pour nous, de notre rapport à la psychanalyse. D'ailleurs, comme le disait Bruno, et comme il le dit dans son livre, il se permet, il ose considérer que quand même Beckett entre dans la dialogie, dans la dialogie dont Lacan a donné quelques noms, à savoir Moïse, Maître Eckhart, et Joyce et Freud. Eh bien oui, je suis tout à fait disposé à y faire entrer Beckett, Dante aussi, mais aussi, pourquoi pas quand même, Lacan, qui fait partie de notre dialogie. Donc ces trois noms nous concernent, ne peuvent que nous concerner. Ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils questionnent pour nous, nous concernent et nous orientent dans notre rapport à la psychanalyse, dans notre façon d'essayer de poursuivre l'effet Lacan. Alors là, qu'en est-il, c'est une question que je pose à chacun, qu'en est-il pour vous de ce que Beckett apporte de plus, ou pas de plus, à
d'autres façons d'être concernés par la psychanalyse, par l'expérience psychanalytique et par ce que Lacan nous enseigne. Bien évidemment, cela nous met au centre de la question de Joyce. On ne peut pas parler ici, je crois, de Beckett sans parler de Joyce. De Joyce tel que Lacan l'a lu, tel que nous sommes imprégnés par le séminaire que Lacan a consacré à Joyce et qui est une avancée considérable, pensons-nous, on peut le considérer, sur la question cruciale de la psychanalyse, à savoir l'avancée sur le symptôme, la question du symptôme. Est-ce que, pour chacun de vous, est-ce que vous pensez que Beckett apporte quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de neuf, ou pas? Ou est-ce que c'est toujours la même chose que ce que Lacan a apporté sur la question de Joyce, du cas de Joyce? C'est une question que je me pose et que je pose à chacun. Est-ce qu'il y a un effet Beckett différent de l'effet Joyce pour la psychanalyse? Pour nous psychanalystes. Est-ce qu'on peut considérer que Joyce, c'est quand même notre boussole actuelle sur les questions de la psychanalyse d'aujourd'hui? Est-ce que Beckett change quelque chose à notre boussole, réoriente, réajuste un petit peu notre boussole? C'est une question que je pose, je n'y réponds pas. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a, bien entendu, la différence entre Joyce et Beckett, c'est que Beckett a fait une psychanalyse. En tout cas, il a été, pendant 2 ans, 3 ans, avec Bayonne, en analyse, ce qui n'a pas été le cas de Joyce. Joyce s'est refusé, pour des raisons que l'on connaît un peu, s'est refusé à se risquer à aller voir un psychanalyste. En tout cas, Jung ne l'a certainement pas inspiré. Mais bon, il y a l'effet de la psychanalyse sur l'aventure beckettienne. Ce qui est certain, Anzieux en a posé d'emblée la question, et c'est même obstiné à vouloir tout ramener à l'analyse avec Bayonne, ce qu'a critiqué Lacan. Mais bon, il est certain qu'on peut penser que Beckett a appris quelque chose de son analyse, dans sa propre façon d'écrire et d'entrer dans l'expérience de l'écriture. Il y a certainement un effet de la psychanalyse sur, disons, l'invention beckettienne. Si invention il y a. Et l'autre versant de la chose, c'est qu'est-ce que Beckett nous apprend à nous, lacaniens. Est-ce que Beckett nous apprend quelque chose de neuf par rapport à ce que nous avons appris de la lecture de Joyce par Lacan? Question, je trouve, extrêmement importante. On peut considérer que, au fond, Beckett réussit à faire ce qu'a fait Joyce, c'est-à-dire a réussi à faire un nuage borroméen à 4, un symptôme, et que son invention est l'invention d'un symptôme. C'est un peu quand même par ce biais-là que Bruno vous posez les questions du nuage, en allant un peu au-delà avec la question du nuage borroméen généralisé, dont vous faites l'hypothèse intéressante, je trouve, que, semble-t-il, dans l'expérience d'écriture de Beckett, il y a quelque chose de l'ordre de ce nuage-là, ce nuage bien différent du nuage, disons, borroméen de l'époque joycienne de Lacan. Donc ça c'est une chose sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu.
hein. Et puis aussi revenir sur cette question de, après tout, question clinique, qui n'est pas la question centrale, je trouve, mais qui est une question quand même que Lacan s'est posée. Joyce était-il fou, hein, sans y répondre, jamais directement. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Beckett était fou, ou bien tout simplement mélancolique, c'est une forme de folie. Mais est-ce que Beckett était mélancolique? Là aussi, la réponse n'est pas si évidente que cela. Elle peut être négative. D'ailleurs, vous la faites, l'hypothèse de la mélancolie, pour après la reconsidérer, Bruno, et pour considérer qu'au fond, ce n'est pas une bonne réponse que de prendre les choses comme cela, qu'il y a peut-être une autre façon de poser la question de quel ratage il est parti. Hein, de quel ratage qui n'est pas forcément un ratage mélancolique, même si on peut penser cliniquement qu'il y a eu un moment mélancolique chez Beckett après la mort de son père. Il y a une sorte de mélancolie de deuil, hein, qui a fait qu'il a sombré dans cette épreuve de 1946, de la fameuse nuit obscure. Hein. Mais moi, mon impression, c'est que quand même, il faut se garder de faire un diagnostic un peu hâtif et que c'est même pas le problème. Enfin, je m'en tiens là pour l'instant. Je reprends la question de la douleur, puisque c'est par là que tu as attrapé les choses. Oui, c'est vrai que en lisant le début de Compagnie, je me suis dit, mais comment fait-on pour... sur quoi on peut prendre appui et sur quoi a-t-il trouvé le mouvement? Voilà. Et la question de la douleur m'est venue parce que, oui, comme je l'ai dit, il y a l'affaire des lettres où il insiste d'une façon tout à fait étonnante sur le nombre de symptômes qui l'assaillent. Ça a été pour moi donc le début, c'est par là que j'ai commencé. L'affaire de la pulsion, alors en effet la pseudopulsion, dont tu en as parlé, de Freud, que je cite bien sûr, mais également Lacan, c'est-à-dire que ce que me faisait entendre Beckett, c'est que la douleur comme pseudopulsion aussi, parce qu'elle ne part pas du corps, mais elle s'adresse à un autre, quoi. Et que du coup, ça permet peut-être de faire le lien aussi. Alors ça, je n'ai pas lu le livre puisqu'il vient de paraître, mais je vais me précipiter. Et sur la question de la main, ça me semble tout à fait intéressant, en effet, sur l'écrit. Alors, ce que vous dites sur alors là, c'est vraiment le point, moi, où j'en suis. Parce que j'ai saisi les choses, je ne voulais pas me précipiter, ni dans un diagnostic, ni dans le symptôme, et de rabattre Lacan sur Beckett. Ce que je voulais, c'était au contraire soulever, justement, le cas Beckett, qui me semble tellement riche, tellement instructif, enfin, pour nous, et puis, bon, riche, quoi. Et donc, je me laisse ce temps-là, je me suis laissé ce temps-là de la métaphore, de repartir à zéro, mais de me demander justement en quoi la métaphore est topologique aussi, quoi. Enfin, l'articulation de la métaphore à la topologie. Pardon. L'articulation de la métaphore à la topologie et... voilà, quoi. Bon, alors ça, c'est le deuxième tome. Je suis en train de travailler à cela, parce que c'est vrai que ça pose énormément de questions, l'affaire de la métaphore, Lacan. Alors, justement, il y avait une question que je m'étais posée aussi en vous lisant, c'est que vous parlez vous partez du nouage, et vous parlez à un moment de la structure. Et justement, ça aussi, c'est une articulation pour moi délicate, quoi. Enfin, c'est-à-dire, comment fait-on pour continuer de poser des structures classiques à partir du moment où on a le nuage borroméen. Enfin bon, c'est une...
Bon voilà, enfin, je ne peux que poser des questions, puisque dans le fond, c'est à cela que j'ai abouti à la fin du livre, et que je ne les ai pas encore complètement décantées. Le troisième point peut-être sur lequel je voulais revenir, moi, ce que m'a... Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il nous apprend, mais ce qu'il, moi, m'a appris. Et je dirais que c'est peut-être cela qu'il a retiré de l'analyse, enfin c'est ce qui m'a semblé, c'est la fonction de l'objet. Il se sert de l'objet, alors justement je décline les différents objets, enfin le rien plein, l'anorexique au début, et puis, alors en effet il y a le regard, il y a la question de la voix, la question du vide, et... À l'école, quand même. Oui, mais il s'est mis à boire à Paris, en effet. Il ne buvait pas quand il était en Irlande. Il s'est mis à boire sur le tard. Il me semble que ça, alors c'est à vérifier, mais il me semble que la question des femmes se pose en même temps que l'alcool. Enfin, moi, c'est un peu l'articulation que je ferais comme cela. J'ai l'impression que c'est quand même à partir du moment où il y a mariage, où il y a rencontre avec d'autres femmes, etc., que la question se pose. Je suis en train justement de travailler sur Joyce, les femmes, et Beckett, comme ça, sur les lettres. Alors, ce que je voulais dire, c'était la question de l'objet. Moi, il me semble que... Alors, le point où j'en suis, c'est dans le nouage. Il me semble que ce qu'il trouve, c'est de faire tenir le nœud avec l'objet. Je dirais qu'il y a ce point central comme cela, où il me semble... C'est pour ça que j'ai du mal à dire symptôme, et j'attends, puisque je ne sais pas. Voilà, ce sont les questions que je me pose et celles que je suis en train de défricher. Donc l'histoire du nœud mélancolique, Frédéric posait la question du nœud mélancolique. Alors en effet, c'est une hypothèse que j'ai pris très au sérieux en vous lisant, Michel, quand vous avez fait votre séminaire sur la clinique de psychose. Vous aviez parlé de cette régression d'un nœud borroméen à une forme de nœud qui serait équivalente à celle du nœud du fantasme, et dans lequel deux consistances seraient en continuité avec une troisième. Et dans la mélancolie, la proposition que vous aviez faite, c'était donc de mettre en continuité l'imaginaire et le réel, sachant que dans la mélancolie, l'image est absorbée finalement par le réel et par l'objet. Donc effectivement, je suis parti moi de cette hypothèse à partir de mes lectures donc de la biographie de Beckett, de son texte et évidemment de sa correspondance. C'est à partir de ça, ça a été l'hypothèse de départ pour savoir finalement comment il était ni sorti ni entré là-dedans, mais comment il avait déjoué ça. Et donc ce que j'ai essayé de déplier, c'est la façon dont il déjoue ça dès 1933, donc à l'âge déjà de 24 ans, 25 ans, 1900, non même pas, 33, oui, 1906, 33, ça fait 27, puisque la lettre allemande est quand même un texte de référence sur la façon de considérer le projet d'artiste. Oui. Voilà. Bon, alors après, évidemment, petit à petit, dans mon travail, ce que j'ai essayé de montrer, c'est, si on partait de cette hypothèse d'un nœud à deux, comme ça, comment il avait évidé ça pour faire une déconsistance, et à la fois d'un symbolique qui serait ravageant, et à la fois décoller l'image et l'objet, pour faire un nœud à quatre. Et j'en reviens donc à l'hypothèse d'un nœud symptomatique. Mais
effectivement, en cours de route, j'ai encore essayé de faire avancer d'un pas mon travail en me disant qu'effectivement, la question n'était peut-être pas tout à fait là, puisqu'il y a quand même une grande vitalité chez Beckett, ça c'est assez net, et que il faudrait voir si on ne pourrait pas considérer plutôt le travail, le travail qu'il a effectué à partir d'une autre modalité qu'on trouve dans le séminaire L'insuccès, où Lacan évoque un nœud là aussi assez énigmatique, dont il interpelle l'auditoire, mais il n'en dit pas beaucoup plus là-dessus. Alors moi ça m'a suffisamment intrigué pour me dire peut-être qu'il y a matière à recherche là. Et c'est un nœud où effectivement il coupe le nœud à un point où il s'agit d'emboroméaniser le vrai trou de la structure. Voilà. C'est comme ça qu'il fait. Donc voilà un peu le déroulé de mon travail jusqu'à effectivement considérer l'hypothèse du nœud borroméen généralisé accordé à la question du dire chez Beckett, puisque effectivement c'est quand même son texte, c'est à la fois un texte qui se fait, mais qui se défait dans le même mouvement. On peut aussi bien le défaire en même temps qu'on le fait. C'est ça qui est intéressant. Et les pièces pour la télévision allemande sont à ce titre, je trouve, assez exemplaires de ce nœud qui peut se défaire lui-même. Voilà. Un peu d'ailleurs comme le comment dire de tout à l'heure. Hein. C'est quelque chose comme ça qui à la fois se tient et à la fois se dissipe. Voilà, donc voilà un peu la ligne que j'ai suivie. Donc là, je prends les choses par rapport à l'autre question que Frédéric posait, qui est celle de la question de la main, qui est effectivement un motif assez intéressant chez Beckett, qu'on retrouve particulièrement, on l'a vu tout à l'heure avec la lecture de Denis Lavant dans Commencer, puisqu'il y a une sorte comme ça de décomposition du corps, c'est multiples parties, et notamment il y a la question de la main, et il y a, quand on lit Commencer, on a le sentiment de la main qui écrit en même temps le livre. Hein, puisqu'il y a des moments comme ça où il y a des incises, où Beckett dit j'ai besoin d'un mot de ma main. Voilà, il y a tout un tas de moments où on sent l'écriture, et où la boue elle-même de Commencer, c'est plutôt la boue des encriers, hein, qu'on trouve au fond des encriers. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'il dit par exemple à Juliette qui me paraît fondamental lorsqu'il parle de Godot, lorsqu'il parle de l'écriture de Godot. Et sans doute on doit considérer qu'il y a une différence dans l'écriture qui se met en place entre la trilogie romanesque, Molloy, Malonner et l'innommable, et le moment où il commence à écrire pour le théâtre. Puisqu'il dit à Charles Juliette, il a cette phrase assez touchante, enfin palpable même, quand il le dit à Juliette, il dit « ça s'organisait entre la main et la page ». Hein, je crois que c'est comme ça qu'il dit. Ça s'organisait entre la main et la page, et il note déjà là des différences dans l'écriture qui se profilent, puisque la trilogie, ça aurait pu continuer comme ça, mais justement pas sans douleur, puisque le signifiant est comme ça, en roue libre, si on peut dire, et qu'avec le théâtre, par contre, ce qui s'écrit, c'est justement le silence, puisqu'il y a des temps de silence, il y a une espèce de remise en jeu de l'image, d'ailleurs, montée sur scène de l'image, et il y a la voix, bien sûr, la voix, le corps, justement, le corps. Et d'ailleurs, il dit bien, je crois qu'il dit précisément, ça a été une merveilleuse diversion libératrice. Absolument, oui. Voilà. Par rapport à l'écriture du roman.
Voilà ce que je peux dire un peu peut-être rapidement sur la main. Chez Beckett, je crois qu'il y a la question de où écrire est vraiment un acte. Nettement, effectivement, c'est pas écrire. Il y a vraiment une question de l'acte qui est en jeu. Un mot de ma main, c'est très équivoque en fait. Comment? Un mot de ma main, ça veut dire plein de choses. C'est la main qui écrit et pas le. On peut le prendre du côté d'un automatisme. Il y a au moins 3 manières d'entendre l'expression « un mot de ma main ». Ça peut être une assomption, c'est un mot à moi, alors qu'il n'arrête pas de dire que le problème des mots, c'est qu'ils viennent des autres, enfin qu'ils viennent de l'autre. Et puis il y a la version absolument, pour employer un terme psychiatrique volontairement, langage d'organe. C'est comme si c'était la main qui parle, quoi. Un mot de ma main. Et pourtant, ça c'est typiquement beckettien, je trouve. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait, c'est tout à fait lacanien aussi. C'est une expression qui paraît totalement triviale, et on s'aperçoit qu'elle est une métaphore. Pardon pour l'interruption. Oui. Je crois qu'on peut ajouter dans cette expression-là la question de l'acte aussi, juste, hein, qui est en première ligne d'écrire. Marc. Peut-être je parlerai ensuite du reste. Oui. Donc d'abord la première question posée par Frédéric sur la douleur et le temps, l'éternité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'une dimension qui ferait de Beckett un prisonnier mélancolique de l'éternité? Je crois que justement quand on lit attentivement son Proust et son travail sur la question du temps, le présent, il n'est pas prisonnier d'un présent qui ne passerait pas indéfini. Justement, et c'est dans votre question que je peux répondre en utilisant vos propres arguments. Il y a une distinction entre le sujet et l'objet. Alors, les textes de Beckett là-dessus sont passionnants, que ce soit ses lettres ou ces textes théoriques sur la peinture notamment, sont passionnants justement à cet égard, parce qu'il fait le constat de cette distance infranchissable entre le sujet et l'objet. Et là-dessus, j'ai le sentiment qu'on peut attraper la question du temps. C'est par là que la question du temps présent se traite chez Beckett. L'impossibilité de la conjonction, c'est une quête. Voilà. C'est une quête. Bon, je vais peut-être passer à l'autre question très importante que pose Michel. Qu'est-ce que Beckett apporte, qu'est-ce qu'il nous enseigne à nous, psychanalystes, aujourd'hui, que la lecture de Lacan à propos de Joyce ne nous aurait pas permis de savoir encore? Je crois que Beckett, oui, nous apporte beaucoup de nouveaux, et là je suis en peine pour essayer de rassembler ça, mais puisqu'on a parlé de l'objet, et que mon ami et collègue à droite travaille beaucoup la question de l'objet chez Lacan avec l'outil, l'appareillage théorique de Lacan, j'ai envie de dire que effectivement, comme le dit Léoline, la voix traverse l'ensemble de l'œuvre de Beckett. L'ensemble, même les films, même les montages scéniques. Parce qu'il ne faut pas réduire Beckett à un écrivain. Il n'a pas été que ça. Il a été aussi metteur en scène. Il a été très attentif à la façon dont ces spectacles ont été montés, comment ils doivent être lus, chronomètre en main. Donc la question de la voix toujours présente, même dans des
des performances minimalistes comme Souffle, puisqu'on ne voit rien d'autre qu'un ensemble de détritus sur scène avec 2 agissements qui sont chronométrés 10 secondes et 10 secondes. Donc la question de la voix, et je crois que ce que nous apporte Beckett de nouveau, c'est la question de la jouissance charriée par la parole. Et en premier lieu, ça c'est ce que j'essayais de développer, que je continue encore à explorer, ça fait partie de l'effet Beckett, parce que je continue à l'explorer encore ailleurs, c'est la question de la jouissance liée au discours intérieur. On part du langage d'organe, automatisme mental. Est-ce que ça ne se déchiffre pas aussi, ça ne se traduit pas aussi par la question du discours intérieur dans la psychose? C'est une question que je me pose. Une machine à jouir qui ne cesse de s'alimenter, de s'auto-alimenter. Et je crois que c'est là-dessus que Beckett est un auteur qui continue à nous travailler et à avoir des effets, ne serait-ce parce que dans le milieu artistique, il est sans doute un auteur au XXe siècle qui a eu et qui exerce encore une influence majeure dans notre époque. J'ai lu tout à l'heure un passage de Denis Lavant, il m'a manqué de lire l'autre passage que j'aurais voulu lire également, qu'il consacre à son partenaire de scène qui vient du cirque. Il vient du cirque, son partenaire de scène. Et Denis Lavant, en quelque sorte, essaie de rendre compte du travail du clown pour dire que c'est un Sisyphe qui tente d'expulser cet objet qu'il est lui-même, pour le faire chuter. C'est très beckettien, ça. Et donc je crois que Beckett nous intéresse justement par son artifice, cet art dire nouveau. Je dis nouveau par rapport à la façon dont Bruno l'a épinglé, ne dire, mais ne pas simplement, il ne s'agit pas simplement du nœud du lacet, du nœud du N-E-U, mais du nœud N-E, ne dire. Parce que c'est quand même assez extraordinaire la façon dont Beckett n'a jamais voulu s'expliquer concernant ses œuvres. C'est au spectateur, à l'auditeur de se démerder. Et là-dessus, j'ai le sentiment qu'il est très lacanien. C'est pas lui qui interprète, qui déchiffre. C'est à l'analysant de faire le boulot. On en a entendu un bel échantillon hier soir avec Betty Milan à la rencontre organisée au sein de l'école hier. Merci. Oui, effectivement, les ruines, à l'époque romantique, les ruines étaient en vogue à la suite de la Révolution française, l'épopée napoléonienne. L'ancien monde s'était effondré. Donc les ruines étaient d'un côté esthétisées, on voyageait en Europe pour voir les ruines. En même temps, idéologiquement, il y avait l'idée que dans les fissures du monde ruiné, de ces fissures allait renaître un nouveau monde, donc quelque chose d'un peu messianique dans cette vision. Mais chez Beckett, ce n'est pas du tout une question de nostalgie, du constat que le temps passe et quelque chose est perdu simplement. Il y a la représentation souvent du monde, des souvenirs, des images qui reviennent, mais qui sont toujours par morceaux, par bribes. Et dans certaines pièces de théâtre, l'auditeur sur scène n'arrive pas à assumer, à dire que là c'est ma vie, effectivement, c'est ce que j'ai vécu. Donc déjà, il y a cela en ruine. Mais c'est une démarche délibérée de la part de Beckett. Il écrivit un jour un petit mot à Cioran qui lui avait offert un de ses livres, et il a dit « Je me sens dans vos ruines, je me sens à l'aise ». Donc il s'agit dans ces ruines du monde, des mots, du sens, de trouver l'endroit où on peut être à l'aise, où on est, mais sans être effectivement. Et donc c'est non pas un effort, l'idée de faire renaître un nouveau monde, mais de naître comme
comme mort, ou comme, je dirais, objet A, comme sujet réel. Donc, dans une sorte de mort. Et je dirais, bon, si je peux m'aventurer un peu vers la seconde des questions, lesquelles je ne saurais pas répondre vraiment, mais bon. Il s'agit constamment de creuser le sens qui n'est jamais de cesse, et de la défaire pour arriver à ce point du dire qui est cette chose opaque qu'on ne peut pas nommer, qui est au cœur du langage. Si je prends juste un exemple il y a un très très beau texte qui s'appelle « Pour finir encore » et qui commence, c'est un texte en prose extrêmement dense, et bon, j'essaie d'en parler dans le livre, qui commence pour finir encore, crâne seul dans le noir, et ce crâne est posé sur une planche, et c'est à partir de ce crâne dans le noir que surgit tout un paysage désertique, de sable, et le ciel est de la même couleur, donc comme un reflet du sable et de ce désert, et là se trouve debout un être comme une statue qui s'appelle l'expulsé, et qui s'effondre, qui s'écroule dans le sable, et à la fin il finit par tomber, et une sorte de chute qui efface en quelque sorte l'espace extérieur, parce que la chute est purement interne, c'est dans l'intensité. Et puis à la fin, tout cela s'efface, donc l'image de ces ruines surgit comme un espace mortifié, et puis s'effondre, disparaît, et c'est le noir qui revient, mais le noir n'est jamais total, n'est jamais définitif, parce que c'est toujours à faire et refaire. Donc il y a cet effort constant pour creuser cette part qui est sans réponse, sans autre. Ce à quoi il faut ajouter tout de même, c'est que Beckett, dans ce travail solitaire avec le texte, avec la conception de l'élaboration de ces spectacles, n'était jamais au fond seul. Enfin, il était seul, mais c'est un travail adressé. Donc, il écrivait une œuvre, des centaines, des milliers de lettres, des pièces de théâtre qu'il mettait en scène lui-même avec des comédiens. Donc, c'était aussi un travail adressé, un travail de sublimation adressé à d'autres, même si ce qu'il mettait en lumière est cette chose impénétrable dans le dire. Oui, il y a trois petites choses. C'est le rapport entre la pensée et la parole, que traite, me semble-t-il, de façon très très serrée Beckett. C'est-à-dire la question de ce que Dominique appelle le discours intérieur, qui est une question vraiment très très importante dans l'écriture de Beckett. Restituer quelque chose de ce discours intérieur, autrement dit, de ce qui fait notre rapport à l'inconscient. C'est la question de l'écart, du hiatus, impossible à combler entre le penser et le parler. Mais il y a aussi cet autre écart-là dont il vient d'être question, qui est celle entre l'objet qui, je pense, effectivement tout à fait au cœur de la problématique beckettienne, l'objet au sens de l'objet lacanien, l'objet petit a, tout spécialement l'objet voix, bien entendu, donc ce rapport entre l'objet et le dire. Or, n'oublions pas que Lacan a plusieurs fois insisté sur le fait que le dire, justement, n'a rien à faire avec la voix. Il ne faut absolument pas confondre
la question du dire avec la question de la voix. Or, il me semble que c'est ce qui est vraiment au centre de la problématique d'écriture chez Beckett. C'est-à-dire que c'est un traitement, bien sûr, de l'objet, voix, mais justement, sans qu'il y ait coalescence avec la question du dire qu'il justement met au travail. Le dire, c'est pas justement une fréquentation de l'objet voix. D'abord, la question de la voix, dont on sait bien que c'est l'objet du psychotique, l'objet privilégié du psychotique, au sens de l'objet de l'hallucination, de l'objet projeté dans le réel. Mais justement, si la voix est si présente, bien sûr, dans ce qui travaille Beckett, ce n'est pas pour en faire l'objet qu'il garde dans sa poche, comme le fait si bien le psychotique. Il ne se met pas l'objet voix dans sa poche, je pense. Ce qu'il met dans sa poche, justement, rappelez-vous, ce sont les petits cailloux à sucer. Et les cailloux à sucer, ce n'est pas un objet voix, c'est autre chose. C'est quelque chose de l'immangeable de l'objet oral comme tel, de l'immangeable objet. Et c'est ça qu'essaye de travailler, je trouve, Beckett. C'est cet objet-là, ce caillou de la langue, qui n'est pas l'objet voix. Bien que l'objet voix soit central dans la problématique de Beckett, je trouve. Et pour rester encore sur le terrain de notre questionnement sur la mélancolie, bon, je ne pense pas qu'il faille se précipiter dans l'idée d'identifier un Beckett mélancolique. Pour une raison simple, qui est que le mélancolique, quand il devient écrivain, échoue immanquablement dans son expérience de sauvetage. C'est une thèse qui a été défendue par Franz Kaltenbeck dans un livre qu'il a écrit sur la mélancolie, et que je trouve très intelligent. Il dit que, à la différence des autres psychotiques, entre guillemets, enfin, pris dans la question de la psychose, qui disons, dépassent la question de la percussion par l'expérience de l'écriture, comme Joyce par exemple, mais bien d'autres. Le mélancolique se heurte à une catastrophe indépassable par l'écriture. Ce n'est pas le cas de Beckett, loin de là. L'exemple majeur, c'est bien sûr Paul Celan. Paul Celan, dans son expérience de la poésie, et le suicide qui l'attend. C'est aussi Kleist, c'est aussi Nerval, c'est aussi Foster Wallace. Bon, c'est justement l'expérience terrible qu'au bout de l'écriture, la mélancolie est le dernier mot. Mais je ne pense pas que là, ça puisse dire ça de Beckett, justement. On n'a pas le dernier mot, la pulsion de mort. Oui, personnellement, en effet, la mélancolie, je ne l'ai pas retenue parce que il me semble qu'il n'est pas, il ne me semble pas convenir dans le contexte de la mélancolie. J'avais notamment cette phrase d'une rencontre de Suran avec Beckett, et Suran complètement déprimé parce qu'il n'arrive plus à écrire et que écrire c'est infernal et que il ne peut plus, il croise Beckett et il se dit, ah ben voilà une âme sœur qui va comprendre ma détresse d'écrire, et il dit ça à Beckett, il dit c'est pas possible, je n'arrive plus à écrire, et Beckett répondit, ah pour moi c'est une joie. Bon voilà. Il y a ce point, il y a plein de choses là qui viennent bien sûr. Je trouve très intéressant ce que vous pointez là sur l'objet et le dire, parce que
Oui, je me suis appuyée aussi notamment dans le livre sur Echo's Bones. Le titre même, parce qu'il me semble que, voilà, d'abord, il retient des voix, l'écho, enfin, et c'est là que le vide, enfin, les voix lui viennent, lui font entendre le vide qui est creusé, quoi. Enfin, je pensais à Lacan, je parle au mur, c'est-à-dire que la voix revient en effet dans l'écho, quoi. Et ce qui me semblait intéressant, c'était les os, parce qu'il me semble que ce sont les lettres, enfin les lettres. Quand je disais qu'il travaillait son dire à la lettre, c'est cela, c'est-à-dire que le dire lui permet de réduire les voix lettre à lettre. Et ce qui me semblait intéressant, c'était ce statut de l'écrit chez Beckett qui devient cet objet déchet plutôt, alors qu'il me semble que son présent, alors je ne le vois pas en effet du côté d'un présent éternisé, au contraire, je le vois comme un présent créé, c'est ce que je dis, il fait invention de soi-même et création de son présent. Enfin, il y a création parce qu'il y a surgissement du présent et neuf pour lui à chaque temps de sa rencontre. L'autre chose également, oui, alors c'est cette affaire des cailloux. Je me souviens d'un psychotique disant, enfin, qui était parti sur l'autoroute à pied et avec un sucre dans la poche. Et alors, en effet, voilà. Et bon, l'objet a dans la poche. Alors, est-ce que cela vient à la place des voix, quoi? Enfin, je veux dire que est-ce que les deux ne sont pas compatibles? La question, est-ce que par l'objet, il ne peut pas justement travailler la question de la voix, quoi? Enfin, s'en dégager, ça retient, ça canalise quelque chose, quoi. Autre chose, oui, c'était à propos du théâtre, de cette rupture d'écriture entre le roman et le théâtre. Oui, justement, j'articule dans ce livre l'écriture du théâtre, parce que quand je disais que je me demandais pourquoi on lisait toujours Beckett, c'est pas parce que je trouve que Beckett n'est pas très intéressant, mais je me souviens d'une séance théâtrale de Premier Amour, et où je voyais tous ces gens dans la salle et applaudir, mais un peu à contretemps, enfin complètement perdu, quoi. Enfin, on est perdu dans un texte de Beckett quand on arrive comme cela, Monsieur Landa qui tombe là-dedans, je trouve que ça va pas de soi. Et pourtant, il est lu, et ce qui m'étonne toujours, c'est que ces gens-là vous disent toujours oh, Beckett, c'est passionnant. Et je me dis, mais par où ils attrapent ça, quoi. Voilà. C'était ça, je préférais préciser, et non pas que l'on doute que je trouve Beckett intéressant. Par ailleurs, la dernière petite chose, c'est à propos de la... Oui, voilà, l'écriture de cette rupture théâtrale, de l'écriture théâtrale, parce que je me suis posé quand même la question, je trouve que pour un taiseux, réussir à écrire pour le théâtre, c'est quand même assez paradoxal, c'est un enjeu, quoi. Et c'est pour cela qu'il me semblait que cette métaphore que je saisis comme ça, enfin parce qu'il en parle, hein, c'est lui qui, je ne m'appuie que sur ce qu'il dit dans ses écrits, le monde te regarde. Bah oui, tout à coup quand même, il me semble que son père là lui a ouvert le monde et que peut-être, ma foi, c'est ce qui lui a donné accès au théâtre, quoi. Je dis juste un petit truc, une observation, je ne sais pas Marie si tu sais, et si les autres vous savez, mais les eaux conduisent la voix. Vous ne savez pas ça? Donc quand on travaille avec des sujets sourds, on est au fait qu'il y a une conduction osseuse de la voix. Et donc, moi, quand je vois Echo's Bones, je pense aussi à ça. D'ailleurs, la surdité est une figure assez omniprésente, hein, on l'a vu tout à l'heure.
Enfin, voilà, dans la série, les sens multiples des apparentes évidences qui en font des métaphores, quoi. Et je suis peut-être toujours désespérément roi des pâquerettes, mais pour moi, les cailloux, c'est Démosthène. Donc, c'est pas seulement un objet oral, enfin, en tout cas, c'est un objet qui se connecte avec. Alors, je sais pas si je dois dire le dire ou la voix. Bon, là, on va m'éclairer là-dessus. Mais pour moi, les cailloux de Beckett sont une citation amusée de Démosthène. Voilà. Et juste un mot, puisque j'ai le micro, il y a une catégorie qu'on utilise moins parce comme on est tous très branchés par les mnémoromains, qui est une catégorie fin des années 50, du Lacan traditionnel, quoi. Mais qui est quand même très importante au théâtre, c'est la réplique. Vous voyez à quoi je fais allusion. La considération de Lacan sur le tiret de la réplique qui permet de diffracter le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation et qui a cet effet auquel Lacan apporte l'effet de sonorisation des voix, en particulier de l'hallucination trui, enfin, etc. C'est le modèle classique. Et c'est tellement... moi, j'ai du mal à pas... mais ça reste des questions, mais c'est quand même très étonnant comme à partir du moment où Beckett écrit du théâtre, il y a les répliques, c'est le principe. Il y a certes la mise en scène, mais il y a aussi les répliques qui coupent dans le texte. Et là, vous êtes bien plus au fait que moi, mais la plupart des répliques sont interrompues, par ailleurs. Voilà. Et donc, est-ce que, sans pour cela que ça soit pris comme militer pour quelque chose, pour une entité clinique plus qu'une autre ou quoi, est-ce que la mise en acte de la réplique, c'est pas quelque chose qui peut avoir un effet sur le caractère, disons simplement oppressant du discours intérieur et ce caractère très interminable des romans dont Odysseus ne sort pas. Et enfin, c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit avec Faulkner aussi. Enfin, ce piège du discours intérieur. Enfin, ce piège, c'est une difficulté. Hein. Voilà. Je crois que Franz Kaltenbeck, dont il était question d'ailleurs, et qui n'inclut pas Beckett dans son livre sur la mélancolie d'ailleurs, évoque également Démosthène pour la question du réel, parce qu'en effet, quand on parle du réel avec Beckett, c'est Beckett qui en parle, quoi. Enfin, c'est pas Lacan qu'on applique, et il en parle d'une façon tout à fait lacanienne. Enfin, dans ses cours, ses interventions déjà à Trinity College, ils ont été publiés, enfin il y a une élève qui avait pris des notes, il est tout à fait question du réel et presque des trois registres, enfin en tous les cas il analyse selon les trois registres, et puis dans sa lecture de Proust justement, je m'appuie un peu sur la façon dont il a procédé avec Proust pour le travailler, et là aussi la question du réel est posée de façon tout à fait lacanienne. Et il distingue le réel de la réalité, et il dit le réel c'est l'impossible. Absolument, oui, ça il le dit très clairement. Et puis il y a quand même le choix que fait Beckett, qui est décisif, qui est le choix de changer de langue, Oui, d'écrire en français, de passer de la langue anglaise à la langue française très très tôt, et ce choix, il le justifie, disons, théoriquement.
en quelque sorte, doctrinalement. C'est-à-dire, il considère que la langue française est une langue qui, enfin, celle de Racine et de Malherbe, la pure langue française, est une langue justement qui est moins rhétorique, paradoxalement, que l'anglaise, mais qui permet d'extraire ce qu'il appelle la margarita, c'est-à-dire la perle précieuse. Donc c'est quand même, d'emblée, c'est une option qu'il fait vraiment dans sa façon de trouver la solution. Oui, en même temps qu'il dit, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a cette... Alors, d'abord, il devait intervenir, je crois, enfin peut-être que je me trompe, mais Devine me corrigera, c'est qu'il devait être professeur d'italien, enseigner la littérature italienne dans un premier temps à Trinity College. Et c'est ensuite... Ah oui, je crois, parce que ça m'a surpris, j'étais persuadée que c'était la littérature française. Bon, il a enseigné le français, mais il était préposé à un poste de littérature italienne, me semble-t-il. Avec Dante, bien sûr. Mais il dit également dans une lettre qu'il il ne pouvait pas utiliser l'anglais parce que ça le dépersonnifiait. Oui. Ouais. Oui, il se détache de l'anglais et de l'irlandais, mais à des moments majeurs, il revient quand même à l'anglais dès qu'il est question de cette approche concernant la jouissance attachée à la parole et au langage. Alors il y a plusieurs choses sur quoi j'aimerais revenir, la pensée et la parole. Alors, entre le dire et la voix, qui est une disjonction, ça me paraît facile à entendre, à manier pour nous, on le conçoit, un dire sans parole, c'est clair. Mais aujourd'hui, ce qu'a modifié ma lecture et mon travail sur Beckett, c'est de dissocier pensée et parole. Bien sûr qu'on peut distinguer la parole adressée à quelqu'un et la parole qui ne l'est pas, et la parole qui ne l'est pas sans qu'on la mesure bien du discours antérieur qui échappe et auquel on ne prête pas attention. Donc ça, c'est un des effets qui est consécutif de ce travail sur Beckett. Et pour revenir à ce qu'il a apporté par rapport à Joyce, Beckett, je crois que c'est dans cette fameuse lettre à Axel Kohn de 1937, si je me souviens bien, où il explique que dans Joyce, dans Ulysse, le discours intérieur, lui, Beckett, il appelle inconscient. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, pas du tout. Je crois que c'est quelque chose de nouveau. Et concernant la réplique, oui, c'est fameux au théâtre, la réplique. Et dans la fameuse pièce de fin de partie, Clove se demande à quoi il sert. Et Ham lui répond, à me donner la réplique. Voilà, cette façon de couper court, effectivement, dans cette jouissance. Et concernant le rapport à la langue, effectivement, tout à l'heure, Denis Lavant a lu, c'est Molloy, hein, je ne me trompe pas, Oui. l'histoire de la mer. Oui, Le mât, cette jouissance liée. Alors, Roman Jacobson a écrit un petit texte là-dessus. Hein. Pourquoi maman, pourquoi papa? Cette jouissance est liée à l'allaitement et à la satisfaction de l'allaitement. Hein. Le mât et la consonne du côté du papa. Et dans le passage que nous a lu tout à l'heure, récité plutôt Denis Lavant, il a insisté sur cette histoire d'un personnage qui a besoin de mettre un G en mag. Pourquoi? Pour lui cracher dessus, pour faire barrage. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qu'effectivement il amène et qui doit le concerner, j'en sais rien. Moi, je ne me suis pas tellement... Dans le même livre, c'est dans Molloy où il parle de Hackett. Il parle de Hackett et to hack, c'est justement arracher, déchirer, couper. Non? Il dit ça. Hacher, c'est... To hack, c'est quoi? Ah oui. C'est pas arracher sauvagement, c'est pas couper sauvagement.
Je ne sais pas, il y a, Si vous il y a ne savez les pas, c'est éditions, pas moi qui vais l'édition Hachette, Hatchet Editions, l'éditeur H. Ouais. C'est ce qu'on avait dit. J'étais en train de me poser une question à partir de cette question de la réplique. On parlait du passage du roman au théâtre avec la réplique qui justement régule les énoncés et l'énonciation. Et j'étais en train de me dire, mais à un moment quand même le théâtre ça s'arrête. Et on a toute la série des textes commencés, des têtes mortes, etc. Et je me demandais, cette question que je me suis posée maintenant, c'est comment se faisait le passage, parce que quand même on n'a plus la même écriture après. On a les romans, d'accord, on a le théâtre, et on n'a plus du tout la même écriture. Et là, on a le sentiment quand même d'un plein exercice de la langue et de la lettre, enfin de la poésie. On n'a pas fini de travailler. Ben non, c'est ça. Et même, finalement, on pourrait dire qu'après, il revient à la dimension théâtrale, puisqu'il y a les pièces pour la télévision, puis il y a le film. Mais là encore, ça a à nouveau complètement changé de tonalité, et avec une sorte de déperdition de jouissance supplémentaire. Et une certaine... ce qui ressemblerait à une certaine atonie, mais pourtant quand on le lit ça fait pas du tout atone, ou quand on l'entend, quand on le voit, justement ça aiguise plutôt le désir d'en piger quelque chose. Il y a peut-être des... Parce que là on parle, Ouais. mais il y a sûrement des choses à dire dans la salle. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont débranché les deux micros, là, mes collègues, je sais pas pourquoi, mais... Vous parliez un peu plus fort, on vous entend moins bien dans la salle. Moins bien que qui? Moins bien que tout à l'heure. Hein? Bah, elle n'est pas... Tu veux dire ça, José, c'est ça? Pardon? On vient de dire un mot. Seul. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je suis vraiment très très contente d'être là, de vous écouter, de vous entendre. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit que je voulais vous soumettre pour avoir vos avis. Je pense surtout au théâtre de Beckett. Je me disais que ce qu'il a d'unique, c'est qu'il dit l'existence, il parle de l'existence. Et avec une économie de moyens, avec tout ce travail de réduction, de resserrage de la langue. Et ça m'est venu à l'esprit au début de votre discussion, quand vous parliez de Lacan, Beckett, Joyce. Voilà, ça m'est venu comme ça. Je voulais vous le soumettre. Ce qu'il y a d'unique dans cette œuvre-là, en tout cas surtout dans le théâtre, c'est que c'est l'existence qui est dite. C'est un dire sur l'existence. Voilà. Je passe le micro à qui? Non, je ne dirais pas la vie. Alors, je ne peux pas développer, il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais je dirais pas tellement la vie, quoique bien sûr que ça parle de la vie aussi, mais c'est comment dire, il y a toute la présence du silence chez Beckett. Il y a toutes ces phrases très brèves, il y a toutes ces phrases interrompues, il y a la mise en présence, il fait sentir quelque chose de l'ordre du vide, quelque chose de l'ordre de non-lieu, de non localisé. Donc
ça me fait penser plutôt à l'existence qu'à la vie. Hein. Non pas qu'il ne soit pas question de la vie, mais l'existence c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, je viens de penser à l'instant, puisque je vois Frédéric qui se déplace, et Frédéric avait commencé par poser une question, par faire des remarques sur la douleur. Hein. Il y a bien une expression que Lacan a reprise, la douleur d'exister. Il me semble qu'effectivement, cette douleur est là. Hein. Une douleur qui a à faire avec l'existence plutôt qu'avec la vie. Derrière. J'ai une remarque en écho, le mot qui m'était venu, c'était ineffable par rapport à ce que produit Beckett. À dire de l'ineffable, et évidemment, l'ineffable existence. En tout cas, mon vécu dans ces pièces de théâtre, effectivement aussi, c'est cette sorte de renvoi, de lumière projetée sur le fait qu'on est là, présent, la présence du corps aussi dans Les Beaux Jours, enfin, inéliminable, lourde, ou légère aussi dans le propos, enfin, avec une consistance à peine, enfin, il me semble qu'il arrive à dire ça, ou qu'il a à dire autour de ça. Je rejoins Sol tout à fait là-dessus, sur l'existence. Oui, l'ineffable, il y a la phrase de Beckett, effet l'ineffable. Donc, effet qui peut s'entendre comme la lettre F pour l'action sexuelle. Donc, Fox, c'est, comme dit, une autre figure sur scène dans Berceuse, Rockabye. Elle dit vers la fin, fuck life. Donc il y a la conjonction du congé donné à la vie, mais en même temps quelque chose de très vivant, de très vif. Oui, c'est ça. C'était pulsionnel de tout à l'heure. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Je crois qu'on a là une piste de différence aussi avec Joyce. J'ai une hypothèse. Michel. Pardon ? On n'entend pas. Non, mais c'est exprès. Ah. Je réfléchissais à ce que vous disiez et la question que posait Michel et puis sur quand tu dis Lacan, Beckett, Joyce. Et peut-être tout simplement que, voilà, je vais vous faire mon hypothèse, mais c'est pas sérieux, hein, je la prends pas au sérieux, vous inquiétez pas. Peut-être tout simplement Lacan voulait faire le séminaire sur Joyce à propos de Beckett. Mais il était bien embarrassé parce qu'il savait pertinemment que Beckett, qui était encore en vie, lui, ce qui n'était pas le cas de Joyce, s'y opposerait avec la dernière énergie. Et il a dû se rabattre sur ce type insupportable qui est Joyce, parce que Joyce est quand même quelqu'un d'insupportable par ailleurs. Et en arriver dans la situation misérable de Freud, de parler, de faire paradigme d'un cas de type qui n'avait jamais vu un analyste. Donc, Michel, tu as raison. Il voulait faire Joyce sur Beckett. Réserve de Lacan. J'adore cette hypothèse, moi. Je me rappelle quand même que Beckett a voulu s'émanciper très tôt de Joyce, au point de refuser d'en faire son beau-père, puisqu'il n'a pas voulu
épousé sa fille, ce qui a été un drame. Ce qui prouve qu'il était très raisonnable. Pour Lucia. Mais pour Joyce aussi. Mais n'oublions pas que jusqu'à Find Against Wake, Beckett a passé son temps à travailler pour Joyce, pour faire des recherches pour l'écriture de Find Against Wake, il a été à l'œuvre dans le work in progress de Joyce. C'est quand même ça. C'est très, très important que Beckett n'a jamais lâché le fil joycien, le fil de la langue chez Joyce. Mais ce que je me disais avec ce que tu dis, c'est que quand même, Lacan, après avoir passé une année à s'interroger sur Joyce et à trouver la réponse par le symptôme, Lacan, qu'est-ce qu'il conclut? Il ne conclut pas « je suis joycien ». Ça, c'est très important. Il ne prend pas pour lui la solution joycienne. Il dit « je suis post-joycien », ce qui n'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que le post-joycisme de Lacan? C'est ça notre question. En quoi Lacan peut-il se dire post-joycien et non pas joycien? Il le dit dans le petit texte qu'il a écrit, dans la question même du traitement de la jouissance, comme vous l'avez dit tous les deux. C'est-à-dire, il dit que la conclusion qu'il peut tirer de sa fréquentation de Joyce, c'est qu'il s'agit de traiter la question de la jouissance opaque du symptôme en la dévalorisant, le sens dans l'expérience analytique. Donc c'est une conclusion qui vaut pour la question de la fin de l'analyse et de la conduite d'une cure à partir de Joyce. Or, la question c'est, est-ce que Beckett, nous pourrions avancer qu'il était post-joycien au sens où Lacan l'entend, pas au sens historique d'être post-joycien, parce que justement il s'est passé de Joyce. Non, justement, Beckett dit, je ne sais plus où exactement, mais il disait que Joyce visait l'omnipotence, il visait à être un créateur magistral, et que lui avait choisi de faire la démarche diamétralement opposée, donc de chercher la faiblesse qui n'avait pas encore été essayée, disait-il. Et effectivement, dans son premier temps, il faisait des écrits joyciens en imitant Joyce, et par ailleurs, il portait des chaussures de la même pointure que Joyce, et ça le faisait souffrir. Et donc, il était vraiment dans l'imitation absolue, mais après, il a défait cette identification pour aller dans le sens contraire, donc défaire tout cela. Donc, il fallait tout ce temps de la construction de cet idéal de Joyce pour après le défaire et effectivement choisir une voie qui vise les ruines, le travail sur l'équivoque pour constamment produire du hors-sens. Oui, donc c'était vraiment une démarche structurelle, quoi. Mais juste une petite observation, nous aurions peut-être tort de vouloir opposer Joyce et Beckett comme deux contraires dans la solution proposée, au sens où vous dites que Joyce c'est du côté de l'inflation de l'expérience de la langue et Beckett l'affaiblissement, la réduction. Certes, mais quand même, Lacan
ce n'est pas ça qu'il retient tellement de sa lecture de Joyce. Il ne retient pas, disons, l'expérience maniaque de Joyce à travers Finnegan's Wake ou même à travers Ulysse. Il ne retient pas la dimension d'élation maniaque. Lui, ce qu'il retient, c'est justement la question du dire qu'il y a au-delà de l'écriture pseudomaniaque, c'est-à-dire de l'usage jouissif de la langue, de la pulvérisation de la langue. Lacan, c'est pas ça qu'il retient, c'est la question même de l'extraction du dire et du nouage. Donc c'est quand même, Lacan ne conclut pas sur, disons, le côté exubérant de l'exploration de la langue chez Joyce. Tu ne crois pas que... Parce qu'il est rusé, Lacan, donc tu ne crois pas que quand il sait, tu ne crois pas que c'est Joyce qui trouve le rejet de l'invention? Très précisément, avec ses conséquences maniaques. Certes, mais il n'empêche que Joyce réussit à faire le nœud borroméen. C'est la conclusion de Lacan. Il ne rate pas le nœud borroméen. Mais celui qui sauve l'honneur de la littérature, c'est Beckett, pour Lacan. Voilà. Oui, donc c'est peut-être par là qu'il faut prendre les choses, quoi. Il me semble. Enfin, oui. Vous voulez un micro? Non? Parce qu'on s'est réapproprié le micro. C'est une phrase un peu compliquée d'ailleurs, celle des littérateurs, parce que il y a sauve l'honneur de la littérature, et puis il y a quelque chose avant, j'ai oublié, avec doigt, un impératif que je n'ai pas bien. Le doigt, c'est le devoir. Oui. En comptabilité, c'est Dominique qui explique cela. Oui. Autant que je peux, mais... Est-ce qu'il y a des rebonds dans la salle ou sinon on va se saluer et se séparer? Et vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Oui, c'est nous. Merci. Enfin, il y avait l'organisation.